2020, vous vous en doutez bien, a battu tous les records en matière de température. 2020 restera sans doute dans les annales de la météorologie comme étant l'été le plus chaud depuis un siècle. Mais c'est pas tout. On oublie trop souvent que 2020, de l'avis même de Marc Serrej, directeur du Centre national américain pour la neige et la glace, 2020 est une folle année pour le Grand Nord. D'abord, folle année, bien entendu, tout seigneur, tout honneur, pour la banquise qui ne fait que maigrir. Elle grossit, elle maigrit, elle grossit. Mais cette année, elle a vraiment beaucoup maigri, puisqu'on a relevé, toujours par les satellites, c'est le seul moyen de les observer, si vous voulez, 3,74 millions de kilomètres carrés, derrière le record de 2012, mais on est nettement en dessous de la barre limite qu'on estime à 4 millions de kilomètres carrés, et quasiment la moitié de la banquise qu'il y avait dans les années 80. Alors, deuxième année record, et folle année, pour le Grand Nord, on l'oublie trop souvent, le permafrost, vous savez, ces grandes étendues de sol gelé en permanence dans tout le nord de la Sibérie. Et là également, le réchauffement climatique, l'élévation de la température a donné des trucs absolument fous, puisqu'on a relevé dans le nord de la Sibérie une température de 38 degrés. 38 degrés, c'est-à-dire la température sahélienne. Et évidemment, vous allez le voir, ça a eu des conséquences, et surtout, ça met en évidence quelque chose d'extrêmement intéressant en climatologie que l'on appelle la rétroaction positive. Autrement dit, une espèce d'emballement de la machine atmosphérique. Le point de départ, donc, bien sûr, c'est ce que l'on appelle le réchauffement, j'oserais dire la modification de la température moyenne à la surface du globe, que l'on évalue depuis le début de l'ère industrielle. On vous parle toujours de 1,1 degré. J'oserais dire maintenant on est plus proche des 2 degrés. Et par moment, il y a des pointes à 3 degrés. Ce n'est pas uniforme. Et ce réchauffement se manifeste de deux façons. La première, d'abord, la plus rapide, c'est l'élévation de la température de l'air qui va véhiculer des torrents d'énergie. C'est-à-dire l'excès de calories de l'air au niveau de la ceinture tropicale va aller, bien entendu, vers les régions froides, c'est-à-dire vers le Grand Nord, pour le nord, pour le sud. Nous, on va s'intéresser à l'Arctique, c'est-à-dire à la calotte nord. Et ça va se manifester de deux façons. La première, cette élévation de température, c'est la fonte en surface de la banquise, c'est-à-dire cette étendue d'eau salée, gelée. Et puis la deuxième, ce réchauffement de la température de l'air, vous avez vu très élevé, va faire fondre toute une partie du permafrost, c'est-à-dire ces étendues gelées. Et ce n'est pas, bien sûr, vous allez le voir, sans conséquence. La deuxième conséquence, je vous disais, de ce réchauffement climatique, c'est surtout au niveau des océans. On a noté, par les satellites, une élévation de la température moyenne, je vous le rappelle, des océans de 2, parfois 3 degrés, avec des points très chauds. Et donc cet excès de calories véhiculé par les courants va remonter vers le nord, mais va remonter beaucoup plus haut. Et donc, de fait, va se glisser sous la banquise, et va faire fondre la banquise non plus par le dessus, mais surtout par le dessous, d'où amincissement, rupture et formation de gros lots, vous savez, ces petits glaçons qui flottent à la surface de la mer. Ça, c'est la première conséquence. Mais la deuxième, beaucoup plus subtile, a été mise en évidence par des scientifiques du CNRS. C'est-à-dire que le Gulf Stream, qui, disons, ne dépassait pas l'Islande, maintenant remonte le long des côtes du Groenland et donc amène de l'eau beaucoup plus chaude le long des côtes du Groenland, ce qui va faire fondre non pas les glaciers, non pas la banquise, mais va faire fondre la glace de la calotte glaciaire qui est sur le Groenland et qui descend dans la mer. Et donc, de fait, comme cette calotte glaciaire va être libérée, va descendre plus rapidement dans la mer, ça va déclencher un amincissement de la calotte glaciaire. Bon, il y a 3 km d'épaisseur, on a le temps, mais tout de même, c'est par là, si vous voulez, que le Groenland perd le maximum de volume de glace, justement parce que l'eau chaude du Gulf Stream remonte beaucoup plus haut. Mais il y a une autre conséquence qu'on ne soupçonnait pas de l'action de l'élévation de la température sur le Grand Nord. Je parle du Grand Nord canadien, du Grand Nord de l'Alaska et du Grand Nord surtout de la Sibérie. C'est, regardez bien, ceci. Vous voyez ces énormes cavités, ces effondrements que l'on repérait d'abord par satellite et puis après par survol en avion. On a cherché des explications sur ces effondrements. Et en fait, ce ne sont pas les effondrements. Je vous explique. Le dégel, donc, du
permafrost, de ce sol qui est gelé en permanence et qui renferme donc énormément de bactéries, donc dégagement de méthane, le méthane se trouve libéré, va donc gonfler le sol, former une bosse que l'on note très bien en survol en avion. À un moment se produit une explosion, et la Terre, le permafrost s'est projeté en l'air, et laisse donc une excavation en retombant au moment où ça se dégonfle. Et ces excavations sont, vous voyez, ces immenses puits qui font plusieurs dizaines de mètres de profondeur et 20 à 30 mètres de largeur. Et ils jalonnent le sol. Donc c'est quelque chose de entièrement nouveau. Mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Le dégel va provoquer un assèchement de ces régions. Qui dit donc assèchement dit broussailles, herbes folles, savanes, et dit incendie. Et il y a, on le note par satellite, d'immenses étendues de la Sibérie qui ont connu des feux que l'on a laissés malheureusement brûler. Ces feux, 1, dégagent de la chaleur, 2, bulles d'air chaud, donc concours au réchauffement, mais surtout des poussières qui vont retomber sur la banquise. À ce moment-là, la banquise, au lieu d'être blanche et de réfléchir les rayons du soleil, devient grise, absorbe les rayons du soleil, donc de la chaleur, donc accélère sa fonte. L'accélération de la fonte libère la mer absorbe plus de chaleur que la banquise, donc la température de la mer monte, et accélère donc la fonte de la banquise, etc. C'est ce qu'on appelle une rétroaction positive, c'est-à-dire un emballement. Autrement dit, on est dans une phase, actuellement, on constate que tout ce qu'avaient prédit les scientifiques du GIEC semble se dérouler ainsi. Mais on se demande si les tentatives de réduction de nos émissions de gaz carbonique ne vont pas être masquées par ces boucles de rétroaction positive que je viens de vous expliquer. Et puis le dernier point, pour maintenir, ne l'oubliez pas, la température moyenne du globe, disons au maximum de 2 degrés, il faudrait réduire chaque année notre émission de gaz carbonique de 7 à 8%. Autrement dit, baisser notre consommation de produits carbonés de 7 à 8%. Ça vous dit rien ça? Eh bien oui. Durant le confinement, qui était quasiment général sur la plus grande partie du globe, on a noté que seulement une baisse des émissions de gaz carbonique de 7 à 8%. Autrement dit, on a eu, au printemps, sous les yeux, l'image d'une nouvelle société, d'une nouvelle civilisation dans laquelle il va falloir baisser notre consommation de produits carbonés et nos émissions de gaz carbonique de 7 à 8%. Pas très réjouissant, mais il va bien falloir le faire.